Laurent Roland Tonneikes, bonjour. Ahmed Arikwa, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour. L'actualité ce matin qui tourne autour de deux interdictions. Oui. Interdictions. Deux interdictions majeures. Majeures. Allez, on démarre par le tout premier sujet, Matin Libre. On parle ce matin sous la forme qui suit, hostile aux protestations dans les rues. Non, ça c'est tout autre chose carrément, hein. Je suis totalement à l'ouest. Permettez que je retrouve donc le titre dont il s'agit à la une de Fraternité ce matin, donc qui écrit Projet Pipeline. Le Bénin répond au jusqu'au boutisme nigérien. Un nouveau bras de fer s'ouvre. Oui, j'ai lu l'information depuis hier. Dans un premier temps, j'ai souri. Dans un second temps, je me suis posé une question. C'est vrai que le Bénin est dans une position de force dans ce dossier de pipeline avec le passage du pétrole brut, en tout cas du Niger, vers le port de Sémé, en fait vers Sémé, qui sera désormais maintenant acheminé vers d'autres pays. Et oui, compte tenu de la situation qui prévalait entre le Bénin et le Niger, qui a conduit notamment à la suite du coup d'État au Niger, qui a conduit à la fermeture de la frontière du Bénin, en tout cas face au Niger. Le Niger aussi qui a fermé, après le Bénin a ouvert sa frontière, le Niger a refusé d'ouvrir. Et donc c'est devenu un bras de fer, parce que les autorités nigériennes avaient beaucoup de choses à reprocher, en fait reprochaient beaucoup de choses aux autorités béninoises, notamment le blocus qui avait été en tout cas instauré dans une certaine mesure, des cargaisons de médicaments, de produits de première nécessité qui étaient bloqués à la frontière du Bénin, qui ne pourraient pas être acheminés vers Niamey. Et donc ça a révolté les autorités nigériennes à l'époque. Et donc ça fait qu'après, quand même la CEDEAO est revenue sur sa décision dans une certaine mesure, en revoyant sa position, j'allais dire, les autorités béninoises ont ouvert la frontière, les frontières du côté du Bénin, mais du côté du Niger, ça n'a pas été le cas. Et donc oui, il fallait peut-être trouver un terrain d'entente. J'ai toujours dit que là où la diplomatie politique a échoué, il faut tenter la diplomatie religieuse. Il faut tenter la diplomatie de la société civile, pourquoi pas. Bon, est-ce que des pas ont été faits dans ce sens? Je ne sais pas. Mais surtout, il est-il qu'aujourd'hui, le pétrole du Niger doit prendre par le Bénin pour être acheminé vers d'autres pays qui ont des raffineries, pour être transformé en produits pétroliers, notamment l'essence, le gasoil et autres, bien évidemment. Maintenant, est-ce que le Bénin trouve la meilleure décision de bloquer le passage, en tout cas l'acheminement du pétrole nigérien vers d'autres pays? Je me pose la question. Oui, nous sommes sur un terrain politique, nous sommes sur un terrain de diplomatie. Oui, toutes les actions sont possibles pour bloquer les uns les autres, pour faire fléchir l'autre partie. Mais je me pose la question. Parce que je vois beaucoup de Béninois applaudir cette décision. Oui, d'accord, dans un premier temps, en tant que Béninois, on doit être fier de ce que, oui, notre chef de l'État a montré que, oui, au-delà de tout, nous sommes... Oui, que nous, en tant que Béninois, on va être montré que nous sommes fiers, oui, nous sommes fiers de notre président de la République. Oui, ce qu'il a fait, c'est bien, d'accord. Mais les implications. Première chose, vous savez, dans cette affaire de pétrole qui se passe par le Bénin a des trucs à gagner. Forcément. D'accord. Le Niger... De même que le Niger. De même que le Niger, non, mais le Niger, d'office, avec son pétrole, gagne quelque chose. Mais dès lors que ça passe par le Bénin et que le territoire du Béninois est sollicité ou bien exploité en la matière, c'est que le Bénin gagne quelque chose. Alors si aujourd'hui, le Niger alors décide aujourd'hui de suspendre alors l'acheminement du pétrole nigérien par le Bénin et que plus jamais ça ne se fera, qu'est-ce que nous perdons? Mettons ça dans la balance, première chose. Les partenaires du Niger qui doivent venir prendre ce pétrole à ses mains, d'accord? Ces partenaires ont-ils des problèmes avec le Bénin? Non. D'accord, je prends la Chine parce qu'on a entendu que c'est des navires chinois qui sont dans les eaux du Bénin, et donc c'est refusé. Est-ce que la Chine aujourd'hui a des problèmes avec le Bénin? Non. Donc dans cette décision, est-ce que c'est seulement au Niger que nous faisons mal, ou bien nous faisons mal en même temps à d'autres partenaires qui sont nos partenaires, qui sont en même temps partenaires du Niger? Nous sommes sur un terrain d'échanges commerciaux. Et donc, toute action que nous devons poser doit être une action réfléchie pour ne pas tomber dans une situation où nous offensons encore d'autres partenaires. Mais de toute façon, je crois que dans toute chose, vous devez prendre les meilleures décisions.
avec cette situation qui prévaut maintenant, le Niger doit pouvoir comprendre que le plus important pour eux, c'est de penser, réfléchir à avoir leur propre raffinerie au Niger, pourquoi pas? Parce qu'avoir avoir les produits pétroliers, en tout cas le pétrole en grande quantité comme ça, et ne pas être en mesure de faire une raffinerie, moi je me suis posé même la question de savoir comment est-ce que nos gouvernants en Afrique réfléchissent, parce que vous avez en tout cas une grande quantité, une grande réserve de pétrole, et vous devez acheminer le pétrole par un autre pays, aller et pour qui sera maintenant acheminer d'autres pays pour être transformé en produit fini. Moi, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui bloque le Bénin et le Niger à avoir une raffinerie. Mais je crois, au-delà de tout, je crois que le Bénin, en prenant ces décisions, doit pouvoir peut-être être prêt à faire face à tous les défis. Faire face à tous les défis, ça veut dire quoi? Si la Chine, actuellement, ou les partenaires du Niger qui ont besoin de ce produit, ont déjà payé et ont attendu ce produit-là à transformer pour leur économie, et que le Bénin bloque, c'est que le Bénin ne fait plus mal au Niger seul, mais le Bénin sera face à ces partenaires-là. Et donc, diplomatiquement parlant, les implications. Réfléchissons à ce que ça peut coûter pour le Bénin et réfléchissons à qu'est-ce que nous pouvons faire. Est-ce qu'on ne peut pas aller au-delà de ça? C'est-à-dire que, ou bien transcender cela, laisser l'affaire du pétrole et aller à la table des négociations. J'ai toujours dit à me envoyer les imams du Bénin, aller rencontrer les imams du Niger. Allez essayer de passer par cette piste-là. Les têtes couronnées, essayez de les voir. Allez voir les têtes couronnées du Niger. Essayez de passer par la société civile. Dès lors, je ne sais pas si des actions comme ça ont été menées. De toute façon, si ça a été mené, on l'aurait su. Hein. Donc, oui, quand c'est comme ça et que ça échoue maintenant, tout le monde comprendra que vous avez fait tous les efforts possibles, mais que l'autre partie n'a pas voulu être flexible. Mais à rester dans notre coin au Bénin et à dire que nous voulons bloquer le pétrole nigérien au Bénin, oui, béninois que nous sommes patriotes, ça donne un sentiment de fierté à première vue. Mais moi, je pense aux implications. Vous avez voilà, beaucoup de réticence par rapport à cette décision prise d'interdire l'exportation donc enfin l'embarquement du pétrole nigérien, mais vous pensez bien que c'est une décision qui n'a pas été prise sur un coup de tête, Laurent Roland-Tonné. Alors on parle d'implication, c'est tout à fait normal qu'il y ait beaucoup d'implications quand on pense ce type de décision, mais vous pensez bien que si le Bénin en est arrivé à prendre ce type de décision, c'est parce qu'à un moment donné, on s'est senti dans le besoin, sinon dans l'obligation d'en venir à ce genre d'extrême. Le pétrole du Niger aujourd'hui ne sert plus le Niger seul. C'est ce qu'il essaie de faire. Bien sûr, maintenant, ce que veut dire... Justement, c'est un moyen, permettez, c'est un moyen de pression. Parce que justement, ces pays dont vous parlez, qui ont des contrats peut-être avec le Niger par rapport... Et qui ont des contrats avec des partenaires avec le Bénin aussi. Avec le Bénin, qui ont peut-être donc des contrats d'exploitation de ce pétrole, d'une manière ou d'une autre, se retourneront vers le Niger pour avoir solution. Vous savez, moi je vais vous dire une chose qui va paraître peut-être banale. Oui. Avant que le Niger ne commence pas à faire l'exploitation du pétrole en envoyant ça par le Bénin, le Niger vivait quand même. Bien sûr, bien sûr. Cela suppose que dans cette période-là, le Niger peut décider de suspendre alors l'exploitation de ce pétrole-là. Bien sûr, et continuer à vivre en autarcie dans une certaine mesure. C'est un risque. C'est un risque. Mais si le Niger avait vécu sans le pétrole-là, sans faire transiter son pétrole par le Bénin depuis les années 60 jusqu'en 2024, le Niger n'a pas disparu de la carte du monde. Donc, il va falloir peut-être pour ces autorités du Niger de se résigner dans une certaine mesure, de faire face aux défis actuels. Alors, ce que moi je dis, c'est que qu'est-ce que nous perdons dans cette forme de pression aujourd'hui, si le Niger décide alors de ne pas ouvrir les frontières et de suspendre alors l'exploitation du pétrole jusqu'à nouvel ordre, le temps qu'ils aient une raffinerie au Bénin. Moi, je pense que c'est ce que nous gagnons. Oui, c'est une question. C'est ce que nous devons gagner et ce que nous devons faire pour ne pas offenser d'autres, en tout cas pour ne pas être en difficulté avec d'autres partenaires qui, dans une certaine mesure, n'ont rien à cirer des difficultés des problèmes entre le Bénin et le Niger. Malheureusement, n'ont rien à cirer, ces partenaires n'ont rien à cirer. Et donc, oui, c'est une forme de pression, mais essayons de voir au-delà de cette forme de pression ce que nous perdons, ce que nous créons comme scandale ou bien conflit avec d'autres partenaires. Allez, c'est une question sur laquelle, en tout cas, on attendra la réaction du porte-parole du gouvernement ou du gouvernement de manière générale pour nous expliquer un peu, justement, les différentes implications et rassurer le peuple béninois que
C'est une décision mûrement réfléchie, assurée notamment Laurent Roland. Non, mais les autorités béninoises ne viennent pas. Les autorités béninoises ne viennent pas dire ici que ce n'est pas une réflexion. En tout cas, on attend de les entendre. Ils auront les arguments pour défendre ça. Voilà, on attend de les entendre sur le sujet. Je l'ai dit en tant que Béninois, à première vue, on doit être fier de ce que notre chef de l'État. Oui, il a les couronnets, nous sommes forts et que nous pouvons empêcher. Mais je parle des implications. Réfléchissons au-delà de ça. La réplique de Talon à Tiani, j'interroge le quotidien. Quelle sera la suite? Je crois que, espérons peut-être que les autorités nigériennes essayent d'être un peu flexibles et d'accepter alors d'ouvrir finalement les frontières, attendant de voir ce que ça va donner. C'est possible que les autorités nigériennes, compte tenu de la situation, acceptent d'ouvrir les frontières. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup d'investissements dans ce projet. Oui. On parle de beaucoup d'argent, oui, beaucoup de sous. Le problème, c'est que oui, vous parlez de beaucoup de sous. Pour un pays qui veut être souverain, ce n'est pas l'argent qui est investi dans un projet qui compte. Mais c'est comment faire pour préserver la souveraineté de cet État qui compte pour les gens. Donc, ça peut être 1000 milliards, ça peut être 2000 milliards. À un moment donné, c'est que si vous avez les moyens que vous voulez vraiment montrer la souveraineté de votre pays, parfois, vous passez à côté de tout ça là et vous allez à l'essentiel. Donc, c'est ce qui peut arriver. Ce qui peut arriver. Oui, mais quand on sait que le Bénin a rouvert ses frontières depuis des mois et que le Niger refuse de rouvrir les siennes, à un moment donné, on est les autorités nigériennes, on est en droit de réagir. Sur la question des Surtout frontières, quand on apprend que, avec d'autres pays, les frontières ont été ouvertes. Sur la question des frontières, les autorités nigériennes ont évoqué plusieurs raisons que je ne vais pas répéter. Oui, on les connaît. Donc, ces raisons, c'est des questions pour eux, des questions de sécurité, c'est des questions en tout cas, de protection des Nigériens dans une certaine mesure. C'est vrai que pour eux, pour certains, peut-être nous allons trouver que c'est injustifié, en tout cas, ce n'est pas valable, ces raisons dans une certaine mesure. Mais seules les autorités nigériennes répondront. Bien sûr. Des situations dans leur pays après, ce n'est pas moi, ce n'est même pas le président du Bénin qui va répondre. Donc, si les autres disent qu'ils ne se sentent pas en sécurité en ouvrant les frontières avec le Bénin, au-delà de tout, moi je pense que essayons de toujours aller à la table de négociation plutôt que de vouloir à tout prix que nous montrions les muscles envers les autres. Ça ne fait pas gagner tout le temps. Allez, je parlais de 2 interdictions. Intéressons-nous à la seconde. À présent, l'événement du jour, on parle dans ces colonnes ce matin. Mesures contre la flambée des prix de produits agricoles. Le Bénin interdit la sortie du maïs de son territoire. Oui, le maïs, le prix est élevé maintenant. On interdit la sortie du maïs du Bénin. Je suis d'accord, c'est une bonne chose. Mais est-ce que ça va régler le problème de la cherté du maïs sur le marché local? C'est là que réside la question. Quand on interdit l'exportation du maïs, qu'est-ce que nous faisons en amont pour réguler le prix? Est-ce qu'aujourd'hui, en l'État, le gouvernement a les leviers en main pour contrôler le prix du maïs sur le marché? Il faut se poser les vraies questions. Moi, je pense sincèrement qu'au-delà de ce qu'on interdit l'exportation du maïs, aujourd'hui, il faut peut-être recenser les producteurs qui ont du maïs en stock, que l'État achète, subventionne et rouvre au niveau des mairies ce qu'on peut appeler les trucs comment vous appelez, ONASA, sous forme de ONASA, des boutiques témoins pour vendre le maïs à un prix raisonnable aux producteurs. Aux consommateurs. Quand ça va être comme ça, les producteurs qui ont le maïs en stock n'auront d'autre choix que de baisser un peu le prix. Si on ne fait pas ça et qu'on dit on interdit, d'accord. Mais si les gens ne vous disent pas qu'ils ont le maïs et qu'ils ne se font pas connaître dans cette mesure, le prix sera toujours élevé. Donc, puisqu'il y a des mesures qui ont été prises pour la campagne en cours pour le maïs, pour qu'on donne des semences de qualité à haut rendement aux producteurs, puisqu'on a prévu un certain nombre de milliards pour accompagner les producteurs, espérons que oui, après cette campagne, que nous puissions avoir le prix du maïs revenir à 250, pourquoi pas, à 200 francs, pourquoi pas, dans notre pays. Mais le plus important, comme on interdit, est-ce qu'en réalité ça peut amener à baisser le prix? Je me pose une question. Bon, alors on interdit justement la sortie du maïs parce qu'on se rend peut-être compte que les producteurs ont tendance à aller vendre à l'extérieur, ce qui crée au niveau du marché béninois une forte demande, contrairement à l'offre disponible. Donc à partir du moment où on interdit la sortie, le maïs reste sur le territoire,
si le maïs reste sur le territoire, c'est que donc l'offre est assez importante pour pouvoir justement faire face à la demande. Selon Et certaines... normalement, les prix aussi connaîtront Moi, j'ai cherché à un comprendre effet. au niveau de certains producteurs. En réalité, le problème qui se produit, ce n'est pas un problème de rareté de maïs sur le territoire national. Ce n'est pas l'exportation du maïs. Il y a d'autres facteurs qui justifient ce qui se passe. C'est-à-dire, quand vous écoutez les gens, les producteurs, les revendeurs, les commerçants et autres, là, plusieurs facteurs entrent en jeu dans la commercialisation du maïs. C'est-à-dire le transport déjà, le coût du transport déjà, c'est élevé. D'accord? N'oubliez pas qu'aujourd'hui, si vous devez faire une activité formelle, vous devez avoir un établissement ou une société dans une certaine mesure. Et donc là, il y a des taxes à payer. Et même dans le transport, où il y a des choses à payer, dans une certaine mesure. Donc tout ça l'a ajouté à ce que au prix que le producteur peut fixer à la base, il y a des choses à ajouter. Mais le revendeur qui va acheter ça par coup peut-être à 250 francs, à Banikora ou à Sapenko par exemple, ne reviendra pas à vendre ça facilement à 300 francs. Il peut monter, la revendeuse, elle peut monter ça à 300, 350, mais quand elle vend ça à Tokwa, à 350, grossiste, celle qui est dans le quartier, qui achète à 350, ne viendra pas vendre ça à 350 à la maison, à Tankpe ou à Wome, Sodo par exemple, je donne un exemple à tout hasard, ou à Zundia, il ne va pas vendre ça. Celle qui est allée rechercher, ça ne va pas vendre ça à 350, donc ça peut monter à 400 francs. Donc il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Et donc, dans cette situation, d'ailleurs, même vous voyez un peu ces derniers temps, le coût des produits pétroliers, hein, ça augmente, ça augmente. Et on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Alors, quelqu'un qui a l'habitude de payer 5 000 francs pour un sac de maïs de 100 kilos, de Tokwa à Wome, et Sodo, je donne un exemple, et que ces 1 000 francs, il avait l'habitude de payer, et que cette fois-ci, l'essence est à 800 par endroit. Le même zéro ne peut pas prendre 1 000 francs. Il peut monter le prix. Quand il monte le prix du transport, c'est que l'autre doit pouvoir ajouter ses 100 francs sur le prix final, ou en tout cas 10 francs ou 5 francs par kilo. Il lui revient de faire ça, ce revendeur ou cette revendeuse dans une certaine mesure. Donc, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Et c'est pourquoi je dis, au-delà de ce qu'on dit, et maintenant, quand on dit on interdit la sortie, oui, vous interdisez. Mais si vous interdisez et que l'autre n'est pas prêt à vendre au prix que vous souhaitez, c'est qu'il ne vendra pas à ce prix. Mais il court le risque, justement, que le produit lui reste La sous les demande bras. est là. Le maïs, ce n'est pas le soja où beaucoup de gens ne consomment pas le soja et les producteurs sont obligés de se vendre, de se soumettre à la volonté du gouvernement et de vendre à un prix. Le maïs, écoutez, combien de fois vous n'allez pas manger, vous allez vous priver de manger de la pâte pendant 365 jours au Bénin. La demande est là, rassurez-vous. La meilleure option, je pense qu'il faut aller à la table avec les producteurs, discuter avec les producteurs, leur donner leur place en réalité. C'est pas ça qui... Si les gens pensent qu'en interdisant la sortie du maïs, on peut faire ce qu'on a fait avec le soja, je pense que ça va être une erreur grave. La demande du maïs, elle est là, elle est dynamique, elle est constante. Tout le monde a besoin de maïs au Bénin. Du nord au sud, quand vous quittez Malanville pour Cotonou, vous quittez, comment vous appelez, Kétou pour Djakotomé, je ne sais quoi. La demande est là. La meilleure option aujourd'hui, c'est d'aller à la discussion avec les producteurs, de leur donner leur place et de les accompagner. Si vous ne subventionnez pas la production d'un produit en amont, ne venez pas mettre des garde-fous à la fin ou de fixer les prix. L'État est là pour régler, d'accord. Mais je pense que dans une certaine mesure, nous échouons à accompagner les producteurs et après nous voulons nous imposer. Ça ne marchera pas tout le temps. Il y a des gens qui vont toujours tenir tête au pouvoir, au gouvernement et peut-être aller au-delà, outrepasser parfois les décisions du gouvernement. Et puis après, on connaît les conséquences dans une certaine mesure. C'est des conflits à n'en point fini, c'est des, comment vous appelez, des répressions à n'en point fini. Non, n'allons pas sur ce terrain. Allons à la stabilisation avec les producteurs. Écoutons-les. Proposons-leur des ports de sortie. Oui, vous ne pouvez plus sortir le maïs du Bénin, d'accord, mais nous vous accompagnons en faisant ça. Voilà ce que nous souhaitons. Le maïs que vous vendez maintenant à 400 francs peut-être, nous souhaitons que vous rameniez ça à 300 francs. Et maintenant, pour la campagne qui est en cours, en contrepartie, nous vous donnons 5 sacs d'engrais ou 4 sacs d'engrais. Encore que la dernière fois, vous vous suivez, vous vous rappelez de ceux-là qui ont dit que l'engrais qu'on leur avait envoyé la dernière n'était pas de bonne qualité. Donc, qu'on veille, que les chefs de l'État veillent, donnent des décisions fermes pour qu'on veille sur la qualité de l'engrais qu'on va envoyer aux producteurs. On peut organiser une contrepartie comme ça. On va chez lui, il a 100 tonnes de maïs, ok d'accord,
nous voulons que tu vendes ton maïs maintenant à 250 francs le kilo. Mais en contrepartie, nous te donnons une tonne d'engrais. Ou 2 tonnes, ou bien 500 sacs d'engrais. Pourquoi pas? C'est faisable, on peut réfléchir dans ce sens. Allez, en mode politique, Laurent Roland-Toninquès avec le quotidien Le Grand Jury, installation des sous-sections du parti Union Progressiste de Renouveau en 2 jours dans la commune lacustre. L'honorable Jean Méjor Zanou cadenas Dardar tout ça va pour 2026. Quand les gens sont dans la comédie politique, il y a plus urgent à faire dans sa commune plutôt que de dire à la une d'un journal qu'il a cadenassé, tout ça va pour 2026. C'est pas lui qui le dit, c'est le journal qui l'écrit. Ça n'a pas été fait sans son consentement. C'est de la communication. Ok. Il y a plus urgent à gérer dans sa commune. Actuellement, il y a tellement de problèmes à régler dans sa commune. C'est le plus important, ce n'est pas de dire qu'on a cadenassé une commune pour 2026, d'abord 2026. Cadenassé Dardar. Qu'est-ce qui dit que lui sera même candidat aux législatives de 2026? Qu'il dit? Moi, je pense que les gens doivent aller à la base, régler les problèmes de leurs concitoyens. C'est très important. Cette politique qui consiste à être à la une des journaux et à communiquer pour plaire au chef, au gouvernement, pour dire que nous travaillons dans notre commune, rassurez-vous, nous avons tout bloqué. Écoutez, il était là, il a été maire quand même, mais les démocrates ont réussi à avoir un député à Soava. De quoi parlons-nous? Je crois que les gens doivent aller au travail. Le travail qui est le leur, c'est déjà de chercher à régler les problèmes de leurs concitoyens. Est-ce qu'il y a l'eau potable dans tous les villages de Soava? Première question. Est-ce que les problèmes de mobilité des citoyens de Soava sont réunis? Elles sont réglées, pardon. Parce qu'on parle aujourd'hui, le gouvernement a un ambitieux projet de révéler la cité lacustre de Ganvier. Mais quel est l'accompagnement des autochtones? Alors, est-ce qu'aujourd'hui, pour aller à Soava, je peux me prévaloir de ce que, oui, je rentre dans une bac sécurisée à l'embacadère d'Abou-Clavi? Deuxième question. Ou troisième question, si vous voulez. Donc, il y a tellement de choses. Moi, qui a été à Soava à maintes reprises, je sais qu'il y a des problèmes dans la commune de Soava. Il les connaît mieux que moi. Donc, venez dire à la une d'un journal qu'il a cadenassé toute sa commune pour 2026. Est-ce qu'on en a besoin actuellement? Est-ce que c'est ça le plus important? Ben ouais, 2026, c'est dans quelques mois, Laurent Roland-Toninquès. Quelques mois. Mais pendant ce temps. Et c'est pour ça que j'interpelle les populations. Écoutez, essayez de faire la part des choses face à ces personnes-là qui attendent le dernier jour pour vous distribuer 500 francs, 1000 francs ou bien vous distribuer 1 kilo de riz et pour vous dire qu'ils vont régler vos problèmes. Et après, c'est les voir à la une des journaux pour dire que oui, ils cadenassent. La dernière fois, il y a 6 personnes ou 7 décédées, pas suite d'un naufrage en tout cas, parce qu'il y a un vent qui a soufflé. Quel était ce vent qui a soufflé? Est-ce qu'aujourd'hui, les filles et fils de Soava peuvent circuler librement en ayant leur gilet de sauvetage dans une certaine mesure? Parce que l'incident qu'on a vu, c'est parce que les gens n'avaient pas leur gilet de sauvetage. Est-ce que le contrôle de personnes dans les bacs est effectif aujourd'hui quand on veut faire le transport pour aller à Soava, à Ganvier et autres? Sozunko, vous voulez parler du nombre de personnes embarquées? Oui, le nombre de personnes embarquées. Sozunko, comment vous appelez, Sochanhui et tout ça là. Est-ce que ces trucs-là sont réglés? Est-ce qu'il y a de l'eau potable à Sochanhui dans tous les villages? À Sozunko, est-ce qu'il y a de l'eau potable dans toutes ces zones? On ne règle pas ces trucs-là et on vient pour faire de la politique à la une des journaux pour dire que... On peut travailler sur les 2 chantiers. À la fois, Laurent. Ouais, c'est ce que je leur rappelle. C'est ce que je leur rappelle ce matin. Oui, voilà. Je voudrais très simplement demander à l'honorable Jean Méjor, ancien maire de Soava, l'ancien maire de Soava, d'aller voir avec l'équipe en place au niveau de la mairie. Parce que je sais que là aussi, il y a des problèmes politiques internes qui font qu'il y a plusieurs courants. Écoutez, faites la paix pour vos communautés. Allez travailler pour vos communautés. Ce n'est pas à la une des journaux qu'on règle les problèmes des communautés. À la une de Matin Libre ce matin, Laurent Roland-Toninquès, cette interrogation à laquelle vous répondrez peut-être. Hostile aux protestations dans les rues, que craint le régime Talon? Il faut préciser que ce week-end, notre marche est annoncée par les confédérations. Ce sera le 11 mai, je pense le samedi, si je ne m'abuse. Oui. Le samedi ou le 11 mai, c'est le samedi ou le dimanche? D'accord. Le samedi.
Oui, en attendant Que craint le régime Talon la question que se pose le régime craint ce qui est Martin arrivé. Liban. Le régime craint ce qui est arrivé à Boniaï. Perdre C'est-à-dire le pouvoir, sans pouvoir le conserver pour même son dauphin. Et quand on est, peut-être quand on a été à l'avant-garde de tout ce qui s'est passé, c'est qu'on ne tolère pas ce qui veut se passer. On ne peut pas tolérer ce qui veut se passer parce que ce que vous avez fait peut vous faire. Et d'ailleurs, ce que vous faites quand même. Hein. Parce que ce que vous avez vous faites par la suite. Donc, oui, c'est la plus grande crainte réside dans ce sens. C'est-à-dire le pouvoir en place se voit déjà en ce sens que si on tolère les marches, c'est que ça peut prendre une tournure. Et quand ça prend une tournure, c'est que ça vous décrédibilise dans une certaine mesure. Et donc, par conséquent, il ne faut pas tolérer ça. Mais moi, je pense que ce n'est pas la meilleure option. Parce qu'à l'état où nous sommes, ce n'est pas la meilleure option. Réfléchissez à encadrer les marches. Parce qu'à force d'étouffer, les frustrations, c'est pas bon. Ça explose. Quand ça explose, c'est pas facile à gérer. Je dirais seulement à ceux qui veulent marcher de respecter les normes, de ne pas poser des actes de vandalisme, de ne pas insulter, traiter de tous les noms, comme on a pu voir. Tout sous Boniaï, on a vu comment les gens traitaient un président d'exercice. On a vu comment les gens traitaient le chef de l'État Boniaï, les chefs d'État Boniaï. Donc aujourd'hui, oui, je refuse que les gens utilisent les mêmes termes utilisés par le passé, mais qu'on les encadre à manifester parce qu'ils ont parlé de marche pacifique dans cette mesure. Et je demande aussi que les marcheurs essaient de choisir des itinéraires qui ne vont pas créer la polémique. Parce que vous savez, moi je suis d'accord que oui, toute marche... Des itinéraires qui ne les emmèneront pas à franchir la ligne rouge. La ligne rouge, justement. Et la ligne rouge, ça commence vers le domicile de Boniaï et ça passe par Place des Mathis, ça passe par le tribunal et ça passe par le ministère de l'Intérieur, je ne sais pas, le ministère, par la présidence là, et ça sort par comment vous appelez, l'ambassade de France. Et de l'autre côté, ça, c'est une ligne rouge. Et je sais que quand toute marche qui irait là-bas, ça peut créer autre chose. Donc, que les marcheurs aussi essaient de choisir quel itinéraire prendre. Mais que les forces de l'ordre sachent que leur mission, c'est d'encadrer. Et je dirais aux jeunes policiers, quand on vous envoie, sachez vous envoyer. Vous avez suivi la déclaration Ansel Mamoussou, il dit, on les a embarqués dans une fourgonnette. Et un policier ouvre la fourgonnette, les gaz dans la fourgonnette et referme. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Ansel Mamoussou qui l'a dit. Est-ce que nous avons besoin de ça au Bénin aujourd'hui? Est-ce que nous avons véritablement besoin de ça? Est-ce que nous sommes un pays de guerre? Qu'est-ce que les syndicalistes ont posé, en tout cas, qu'ont-ils fait pour mériter que dans une fourgonnette, on ait les gaziers qu'on referme encore? Si ce qu'il dit est vérifié. Vous voyez? Et donc, quand il dit on arrête quelqu'un, la personne dit, mais permettez-moi de prendre la clé de la moto. Non, non, on l'a embarqué de force. Il a laissé sa moto. Dieu sait s'il a retrouvé sa moto par la suite. Moi, je pense que nous ne sommes pas encore un pays de crise. Les gens manifestent pour une situation que nous vivons. C'est vrai qu'on dira que c'est partout dans le monde. Mais à chaque pays de trouver le moyen de faire face aux défis actuels. Si nous avons la possibilité de subventionner la vente du maïs, faisons-le. Si nous avons la possibilité de subventionner les produits pétroliers au niveau des stations, ou de ramener de 700 à 560 ou à 600, faisons-le. Si nous avons la possibilité de jouer sur un certain nombre de leviers pour permettre aux gens de souffler, faisons-le. Si nous avons la possibilité d'aller voir les producteurs pour dire, cette année, nous allons acheter le soja chez vous à 320 francs au lieu de 270 francs ou à 350 francs, faisons-le. Si nous avons la possibilité d'accompagner les producteurs de maïs, faisons-le. Plutôt que de vouloir utiliser à tout prix la force. Ça ne règle pas les problèmes et ça finit toujours par rattraper. Il faut croire à Laurent Roland Tononiquès que nous sommes à l'heure et à l'ère des marches, puisqu'à Tonguieta, Martin Libre nous informe qu'une marche, eh bien, pour exiger la lumière sur une série d'assassinats a lieu. Oui, les séries d'assassinats dans cette partie du Bénin, ça inquiète plus d'un. Ça inquiète plus d'un. Et il faille que les autorités travaillent à nous sortir, en tout cas, à nous situer pour savoir ce qui se passe réellement. Et quand les populations demandent à marcher vivement que notre préfète de l'Atakura ne cherche pas à réprimer cette marche dans une certaine mesure. Je crois que elle est une dame assez calme, elle n'est pas aussi tonitruante comme certains de ses collègues qu'on connaît dans nos encablures ici,
qui veulent répondre à tout, quand même. Donc, Vous avez des exemples à donner, peut-être? Bon, j'en ai déjà parlé hier ce matin, je ne me rappelle plus ça. Non, je crois que c'est une dame qui a la tête sur les épaules, dans une certaine mesure. Je crois qu'il est arrivé où des maires ont montré leurs ailes et elle est allée rapporter les décisions de ces maires en ramenant la paix dans certaines communautés. Donc, je crois qu'au-delà de tout, et d'ailleurs, même ceux qui veulent marcher à Tintinkou, ce n'est pas contre le gouvernement. C'est pas contre le gouvernement. Non, j'exige justice et je pense que c'est l'assassinat d'un jeune professeur qui a été la goutte d'eau qui... voilà, donc je crois que c'est légitime, vivement que cette marche soit encadrée et vivement que les forces de défense et de sécurité travaillent à faire la lumière sur ces cas d'assassinat dans certaines régions du Bénin. C'est très important. C'est parce que ça, en le faisant, ça nous rassure que notre sécurité est prise en compte. Ça nous rassure que oui, on n'a rien à craindre pour autant. Mais quand on a de telles situations qu'on n'a pas de suite, ça fait peur. Forcément. Ça fait sérieusement peur. Les cas de suicide n'en finissent plus. Laurent Roland Toninkès, drame au Bénin, écrit Matin Libre ce matin. On va finir là-dessus. Il faut parler aux citoyens béninois. J'ai pris Zémi hier de Cotonou à Calavi. Je discutais avec lui et il m'évoquait le cas des suicides et il me disait, tonton, si on n'est pas assez courageux, on peut se suicider avec la situation qui prévoit actuellement. Et il m'a étalé un peu sa situation familiale. Il m'a étalé un peu sa situation professionnelle. J'ai eu mal pour lui. J'ai réfléchi, j'ai dit, ce qu'il dit là, c'est sérieux. J'ai été obligé de commencer par lui parler, l'évangéliser pour dire non, tu ne dois pas te suicider, même si le pire arrivait. Parce qu'il y a toujours l'espoir quelque part. Et quand vous écoutez tous les corps de métier au Bénin, malheureusement, tout le monde vous dira que les activités sont ralenties, ça ne marche pas, Quand vous rentrez dans les secteurs d'activité qui sont porteurs de devises, d'accord? Vous regardez tout ça, on vous dira que oui, ça ne marche pas parce que parfois, il y a un monopole peut-être qui contrôle tout aujourd'hui. Je ne vais pas aller dans les détails. Ceux qui comprennent, comprendront. Et donc, il y a un mal-être général. Des gens sont à bout de la situation. Il y a ceux qui se suicident à cause des questions de sentiments, de sentiments. Et puis, ces questions de sentiments, je dis toujours... Mais ce sont des cas qui ne sont pas moins importants. Oui, non, les cas de sentiments... moins inquiétants. Je voulais rappeler à tous ceux qui, à un moment donné, sont peut-être trompés ou trahis par l'âme sœur. Écoutez... Gourmatisé, comme on le dit vulgairement. Je vais vous dire une chose. Un homme vous trahit ou une femme vous trompe, écoutez, ce n'est pas la fin du monde. Autant de femmes, il y en a. Autant d'hommes. C'est vrai que vous avez mis votre cœur là. Mais si vous vous suicidez, c'est vous qui perdez votre vie. Je vous dis, calmez-vous, prenez votre courage à deux mains et continuez la vie. C'est ce qui était prévu certainement dans votre parcours terrestre, peut-être. Et donc ça doit arriver à un moment donné. N'essayez pas, ne tentez pas de vous éliminer comme ça. Dieu vous donne la vie et vous l'arrachez vous-même. Écoutez, vous le rendez compte là-bas. Donc maintenant, quand on parle de la situation générale où les gens sont débordés, vous allez voir que quand vous allez dans beaucoup de milieux aujourd'hui, les gens sont capables de se donner la mort parce qu'il y a, première chose, regardez le chef d'arrondissement, il y a un chef d'arrondissement dans le Nord tout récemment qui a fait un accident et qui a cogné deux jeunes, l'un d'eux est mort et qui le lendemain s'est suicidé. Allez chercher à comprendre dans une certaine mesure. Peut-être que son véhicule n'avait pas... Bon, je ne vais pas aller sur ces terrains. Parce qu'après, ça va un peu déranger les sensibilités. Je m'en excuse. Mais il y a des gens aujourd'hui qui ont des problèmes de dette. Problèmes de dette. Des charges, des dettes, des problèmes sur des problèmes. Et ils ne savent plus quoi faire. C'est en tout cas symptomatique d'un mal-être profond au sein de la société. C'est en cela que même les cas donc, de suicide pour des raisons sentimentales aussi ne sont pas à négliger parce que c'est un ensemble. C'est un ensemble. Quelqu'un qui a subi peut-être un gourmet en vienne à se donner la mort, cela procède plutôt d'autres facteurs. Il y a que beaucoup d'autres facteurs. Cette personne qui se donne la mort peut... faire le point de ce qui ne va pas. Ce qu'elle pouvait perdre. Si entre-temps, dans cette tromperie,
l'autre s'engageait de l'autre côté et l'abandonnait. Par exemple, voilà. Ou en donc, tout cas de tout ce qui ne va pas dans sa vie. Et donc, à un moment donné, on se dit, la seule solution, c'est de s'arracher la vie. Je crois que les gouvernants ont un rôle à jouer dans la question du mal-être général, notamment concernant la cherté de la vie, et cette chose. Mais les religieux du pays aussi ont un rôle à jouer. Absolument. À tous les niveaux, que ce soit musulmans, que ce soit chrétiens, que ce soit vaudouisants, tout le monde doit pouvoir prier pour ce pays. Prier pour les enfants de ce pays, prier sérieusement pour conjurer ce mauvais sort qui plane sur le Bénin. C'est très important. Merci à vous, Laurent. Roland,